mes amis, donc, les biologistes. Donc, je vous remercie pour votre invitation. Donc, surtout, donc, je remercie mon ami Dr Atman Touzani. Donc, c'est un réel plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Donc, je vais essayer un petit peu de voir l'autre côté, donc le côté clinique, les situations donc, auxquelles on est confronté au cours de la prise en charge de ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et quel est l'apport et l'aide qu'on attend de notre ami biologiste et les résultats des examens biologiques pour prendre une décision, soit confirmer un diagnostic ou prendre une décision thérapeutique. Et surtout, il y a une grande place quand même dans le thérapeutique, comme on a déjà parlé, mon ami professeur Badal Mimouni. Donc, sincèrement, il a fait vraiment... tu en as parlé beaucoup, hein, on dirait un gastroentérologue. Mais bon, je vais essayer quand même de parler de l'autre côté et je vais insister plus sur l'aspect clinique. Donc, voilà. Ça n'avance pas. Ça ne marche pas. C'est bon, ça marche. Donc, pour moi aussi, je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Donc, je vais essayer quand même, je vais passer vite parce que ça a été dit, les modalités de dosage, l'interprétation. Je vais plutôt insister sur l'intérêt de la calprotectine dans le diagnostic, le suivi et surtout l'optimisation thérapeutique au cours de la prise en charge de ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Je vais parler rapidement de quand même l'intérêt dans la surveillance post-opératoire chez les malades opérés. Et également, donc, je vais dire un mot, est-ce que cette calprotectine peut se substituer à l'imagerie ou à l'endoscopie? Et quand même, donc, à part la calprotectine, je vais insister également sur les dosages des médicaments. Donc, j'ai fait un cas clinique pour le dosage des médicaments parce que c'est très intéressant. C'est vraiment notre aide, donc, surtout en cas de perte de réponse aux biothérapies. Donc, voilà, donc, l'EMI qui englobe donc, les deux entités nosologiques que vous connaissez très bien, donc la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Le diagnostic, c'est un faisceau d'arguments, donc c'est pas uniquement la clinique, donc on essaie de regrouper les éléments cliniques, biologiques, endoscopiques, radiologiques et histologiques. Aucun élément à part n'est spécifique. Même l'endoscopie avec l'histologie n'est pas spécifique. Donc normalement, c'est un faisceau d'arguments qui va nous poser ce diagnostic positif. Et il y a également le critère évolutif. Donc c'est des maladies chroniques qui évoluent par poussée entrecoupées de rémission. Donc parfois, on se trouve dans des situations où on n'arrive pas à trancher. C'est le cas des colites indéterminés où vraiment parfois on n'arrive pas à trancher. C'est l'évolution qui va trancher malgré tous ces arguments clinico-biologiques et morphologiques. Donc déjà d'emblée, dès la première étape, devant une symptomatologie digestive, on doit éliminer une poussée inaugurale de la maladie. Est-ce que toujours c'est la cause infectieuse? Donc déjà, vous voyez, d'emblée, la biologie constitue un outil incontournable pour le diagnostic initial de ces maladies. Donc on va déjà d'emblée démarrer par des prélèvements de coproculture, rechercher également le Clostridium difficile et bien sûr après, on va demander une panoplie d'examens au cours du suivi. Donc, mon ami en a déjà parlé. Donc, vous voyez, beaucoup d'examens. Tout dépendra vraiment de l'utilité. D'abord, il y a des examens qui vont aider à éliminer un diagnostic donc d'élimination, donc éliminer une colite infectieuse. Donc, on aura besoin des tests fécaux infectieux, coproculture, recherche de Clostridium difficile. On aura besoin également des examens standards de bilan, je dirais standard, pour évaluer le retentissement, à savoir une numération formule, une albumine, une ferritinémie, etc. Et surtout, donc, on aura également à demander un bilan pré-thérapeutique, donc à les sérologies virales, le quantiférant, etc., pour dire est-ce que je peux démarrer une biothérapie chez un malade une fois que j'ai le diagnostic positif. Voilà, donc il n'y a plus de place pour les profils ASCA en cas. Plus de place, on ne demande plus, en tant que gastroentérologue, on ne demande plus ces examens. Plutôt, donc, ce qui regagne d'intérêt, c'est la calprotectine. Donc, c'est cette calprotectine qui devient plus intéressante que même la CRP. Donc, on a déjà parlé, c'est un marqueur de l'inflammation intestinale. Donc, il va être sécrété une fois il y a une inflammation ou il y a des morts cellulaires, donc une apoptose au niveau de la muqueuse intestinale. Donc, vous voyez, donc, il ne va pas augmenter uniquement en cas de maladie inflammatoire chronique de l'intestin parce qu'il y a beaucoup de causes de lésions digestives.
Donc, à part les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc, bon, il y a toutes les infections digestives qui peuvent augmenter la calprotectine. Il y a les héliocolites non Mickey, et il y a même l'ulcère gastro-duodénal. Les médicaments, on en a déjà parlé. On insiste parce que beaucoup de médicaments, surtout les IPP, hein, donc on a beaucoup de malades qui prennent de l'automédication par les inhibiteurs de la pompe à protons et ils viennent en consultation comme ça affolés avec une calprotectine à 1000 et en fin de compte, si on ne pose pas la question, on fait une colo, il est normal, on continue à chercher alors que surtout c'est des facteurs confondants. Moi j'insiste beaucoup parce qu'on reçoit beaucoup actuellement le profil de consultation, ils viennent avec une calprotectine élevée. Ce n'est pas un symptôme, mais ils viennent pour une calprotectine élevée. Donc il y a beaucoup de facteurs confondants, il faut toujours vérifier ces problèmes. Également le polype, le cancer colorectal et la maladie cœliaque. Donc, moi, je vais donc rapidement, pour ne pas trop tarder, donc je vais vous mettre 2 situations cliniques. Moi, j'ai choisi 2 cas cliniques. J'espère que je pourrai les présenter en totalité. Donc, premier cas clinique, donc c'est Sarah, âgée de 32 ans. Elle est connue suivie pour une maladie de Crohn héliocolique depuis 2 ans. Elle a également un syndrome de l'intestin irritable, une colopathie. Elle est en rémission sous azathiopryne. Et depuis 3 semaines, donc elle a pris des antibiotiques. Elle fait quand même des douleurs abdominales et une diarrhée. Bon, il consulte. Bon, c'est une maladie de Crohn, donc et peut-être ça peut ça peut être une poussée de sa maladie, donc on doit vérifier. On demande un petit bilan inflammatoire, numération, CRP négatif. On fait quand même une copro et même recherche de Clostridium difficile qui sont négatifs. Donc la question, je pose à la salle, est-ce que pour vous une CRP normale exclut une poussée de maladie de Crohn? Non? Donc voilà, je pense qu'on est d'accord, donc ça c'est une vérité. Actuellement, on sait que la CRP n'est pas un bon marqueur pour l'inflammation intestinale. Ça a été prouvé également par cette étude, vous voyez, donc ils ont pris des patients Crohn avec une CRP normale et on a fait une endoscopie et quand même, un tiers des patients, ils avaient des lésions, un score endoscopique supérieur à 6, ça veut dire qu'ils avaient même des lésions sévères de lésions intestinales. C'est d'autant plus vrai pour la RCH, pour la rectocolite hémorragique, que pour la maladie de Crohn. D'accord? Donc, c'est plutôt, donc la CRP va augmenter vraiment dans les formes très sévères dans la RCH. Donc, cette patiente, voilà, donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va demander comme un autre marqueur? Voilà, donc on va demander la calprotectine fécale. Donc chez elle, donc, on demande une calprotectine qui est quand même inférieure aux valeurs seuil, donc, qui était représentée par professeur Mimouni, donc il est inférieur à 50 microgrammes. Donc pour vous, est-ce que c'est une poussée de maladie de Crohn ou c'est juste une exacerbation de sa colopathie fonctionnelle? Donc voilà, quand même, c'est une seuil très, très basse. Donc, on a vu qu'elle a une bonne valeur positive pour la poussée. Donc, ça permet de prédire quand même la poussée. Donc, c'est plutôt une poussée de colopathie chez cette patiente. Là, ça a été également prouvé. Donc, c'est une méta-analyse de 13 études. Donc, ça a regroupé une grande population. Et normalement, donc, ça a démontré quand même qu'il y a la valeur seuil quand même inférieure à 50 et là, une excellente spécificité. Et surtout, c'est d'autant plus vrai que chez l'adulte que plus chez l'enfant. L'enfant, on a vu qu'ils ont des valeurs un peu plus élevées. Donc, et ça, sincèrement, ce marqueur nous a permis quand même, d'après ces méta-analyses, donc de confirmer qu'on a baissé quand même de 2/3 des cas les examens endoscopiques. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir, un patient qui a plutôt une symptomatologie fonctionnelle, donc il faut bien sûr, et ne pas, le message que je veux passer, donc sincèrement, donc l'endoscopie quand même, on a des signes d'alarme, donc le clinicien reste quand même maître de l'indication. Donc s'il y a, ça ne substitue en rien la coloscopie, s'il y a indication devant des signes d'alarme, l'âge, donc l'amaigrissement, l'altération de l'état général, donc on a une autre symptomatologie en dehors donc, le tableau clinique d'une pathologie fonctionnelle, il faut demander la coloscopie. Là, on parle, c'est un registre de malades qui répondent aux critères de ROM4, qui sont donc des critères de colopathie fonctionnelle.
D'accord? Donc, ça veut dire, à savoir, il n'y a pas de signe d'alarme, il n'y a pas d'amaigrissement, donc pas d'antécédent particulier. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment réconforté de ne pas demander une coloscopie et s'arrêter vraiment à cette calprotectine qui est très, très basse. Il faut savoir également qu'il n'y a pas de parallélisme. Normalement, nous, en tant que cliniciens, il n'y a pas de parallélisme entre la clinique et l'endoscopie. Donc, on peut avoir un patient symptomatique, mais avec une muqueuse qui est normale et une calprotectine qui est donc basse, et vice-versa. On peut avoir une inflammation intestinale chez un patient qui est asymptomatique. Donc, dernièrement, les recommandations STRIDE 2, donc normalement internationales, on n'est plus, surtout dans un malade qui est déjà suivi pour Mickey, on ne vise pas que la rémission clinique. On va très loin, on demande, on va voir qu'il y a une grande place de la calprotectine dans la rémission biologique. On doit toujours chercher la rémission biologique et la rémission endoscopique avec la cicatrisation muqueuse. Donc, on ne s'arrête pas vraiment à la clinique, donc parce qu'il n'y a pas de parallélisme entre les lésions intestinales et la symptomatologie clinique. Là, ça a également été prouvé. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que cette calprotectine, ça a été bien dit par mon ami, parce que donc, elle est plus corrélée à l'inflammation, avec l'inflammation intestinale, plus que la CRP. Et elle est plus élevée. Dans tous les cas, il y a également une corrélation pour la RCH plus que pour la maladie de Crohn, surtout la maladie de Crohn-Grélic. Donc, la maladie de Crohn-Grélic, en général, on a les seuils, les valeurs de calprotectine sont plus basses que dans la RCH ou dans la maladie de Crohn-Colique. Donc, quel est le seuil, normalement, de la calprotectine fécale pour distinguer entre une Mickey active et une Mickey inactive? À votre avis, donc, est-ce qu'on va prendre le seuil de 50 mg ou de 100 mg ou le 250 mg? C'est un patient qui est suivi pour Mickey. Donc, il est au cours de son suivi. Quelle est la valeur qu'on va exiger pour dire qu'elle est vraiment dans la case Mickey active ou Mickey en poussée? 250. Normalement, donc, c'est la valeur de 250 microgrammes par gramme. Donc, c'est ce qui a été donc, normalement précisé par les guidelines européennes et marocaines et sont en cours. Hein. On est en train de travailler avec la SMAD pour les référentiels des Mickey. Donc là, on reste également sur les mêmes valeurs, sachant quand même qu'il y a une étude que l'Afrique, normalement les patients africains, on a des valeurs seuil plus élevées que les patients européens. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être il faut, voilà, est-ce qu'on a plus d'infections digestives, ce qui fait cette valeur, elle est toujours élevée. Donc, normalement, on doit adapter cette valeur seuil à notre propre population. Voilà, donc c'est cette valeur seuil qui a été donc retenue. Donc, ça a été démontré par cette méta-analyse qui regroupe 13 études. On a 1471 patients, Mickey. Donc, la calprotectine, elle est performante pour détecter une maladie active. Donc, RCH, plus vrai pour la RCH que pour la maladie de Crohn, et que le seuil qui est retenu est de 250 microgrammes par gramme. Donc, un patient Mickey qui vient avec une calprotectine supérieure à 250, elle est en poussée, ou s'il est déjà sous traitement, et il n'est pas en rémission. Donc, je dois intensifier le traitement ou je dois optimiser. Donc, je dois prendre une autre décision, et je dois changer de stratégie thérapeutique pour baisser ce taux de calprotectine fécale. Et je ne prends pas en considération la clinique. Hein. Il peut être asymptomatique. Asymptomatique avec une calprotectine élevée et n'est pas en rémission. Je dois donc changer d'attitude et de prise en charge thérapeutique. Donc voilà, donc c'est une patiente, on a vu, elle est en rémission quand même sur azathioprine. Donc on va assurer son suivi par la calprotectine. Le rythme, donc on a vu, ça a été déjà dit. En principe, normalement, moi je fais pour mes patients, c'est tous les 3 mois, au début, les 2 premières années. Après, on peut alléger tous les 6 mois, une fois elle est en rémission, au-delà de 2 ans. Donc, est-ce qu'il peut prédire, la calprotectine, est-ce que peut prédire la rechute en cas de rémission? Oui, donc là aussi c'est oui. Voilà, également ça a été démontré par cette étude STORIES, donc c'est une étude également multicentrique qui a donc pris des malades. Vous voyez, donc il y a l'événement, j'arrive pas à voir le pointeur. Vous voyez, donc c'est l'événement 0, donc c'est la rechute. Vous voyez, donc bien avant la rechute clinique, cette calprotectine augmente.
il y a même la CRP qui augmente, mais la calprotectine augmente d'une manière plus précoce que la CRP. Et donc, normalement, je peux, donc, si c'est un malade qui est discipliné, qui a vraiment fait ses consultations, il arrive avec une calprotectine déjà élevée, supérieure à 250, même avant d'avoir des symptomatologies cliniques, donc je dois le considérer qu'il est en rechute. Donc, il a une très, très valeur prédictive positive, cette calprotectine élevée chez un patient Mickey. Là également, donc, c'est une autre méta-analyse qui confirme toujours la même chose. Donc, comme quoi, normalement, une fois, donc, on se base beaucoup sur la calprotectine pour prédire cette rechute. Et quel est l'intérêt en général, quel est l'enjeu? Principalement, c'est de pouvoir traiter ces malades avant qu'ils fassent la rechute clinique. Il ne faut pas attendre. Normalement, on fait du proactif. Donc, on essaie de faire le monitoring plus proactif, donc de traiter, d'intensifier avant d'arriver à une symptomatologie digestive où ça va être plus difficile donc de mettre le patient en rémission qu'en se basant uniquement sur la calprotectine. Voilà, donc c'est une patiente, voilà, il augmente sa calprotectine. Actuellement, donc, il est à 800 avec sa CRP qui est toujours normale. Et en parallèle, elle est également symptomatique. Il fait des douleurs abdominales, il fait une diarrhée et bon, elle a perdu du poids, voilà, de 3 kilos en 2 semaines. Et bon, donc je passe, ça c'est plutôt donc gastro. Donc c'est une patiente, elle vient, donc il remonte sa CRP, elle est également symptomatique. Donc on décide de refaire l'endoscopie. Effectivement, donc, il y a des lésions évolutives. Donc, c'est une malade également en poussée. Elle est déjà sous azatioprine. Donc, normalement, donc, je dois faire une escalade thérapeutique. Là, donc, ça veut dire l'humurel, donc, il ne marche plus. Je dois intensifier, faire une escalade thérapeutique. Et normalement, non. Après, normalement, les immunosuppresseurs, actuellement, donc, c'est les biothérapies. Et les premières biothérapies, actuellement, on a plusieurs lignes de biothérapie, mais la première ligne de biothérapie reste donc les anti-TNF. Et il reste quand même la recommandation en traitement de première ligne après un échec d'un traitement conventionnel. Donc, cette biothérapie, on aura besoin de faire un bilan préthérapeutique, donc principalement donc, un bilan donc, sérologie virale et quantifiant donc, qui était négatif chez cette patiente. Et on va décider donc, de démarrer un traitement par un anti-TNF type adalimumab. Donc, est-ce que, donc, toujours, je dois demander ces biomarqueurs, principalement, donc j'insiste sur la calprotectine parce que c'est une patiente qui avait toujours une CRP normale. Est-ce que ça peut m'aider à évaluer que cette patiente va répondre sur le plan thérapeutique? Vous êtes endormis là. Oui, bien sûr. Bien sûr, donc ça va me permettre de dire est-ce que mon patient répond ou répond pas? Parce qu'on a dit, donc il n'y a toujours pas de parallélisme, je ne vais pas me baser que sur la clinique. Donc mon patient il peut être asymptomatique, mais il y a toujours de l'inflammation intestinale. Donc je dois m'assurer qu'il a cicatrisé sa muqueuse et au lieu de répéter à chaque fois les endoscopies, donc la calprotectine quand même reste l'examen plus acceptable. Moi je dirais plus acceptable chez les patients que refaire une coloscopie. Sachant même la coloscopie est recommandée à 6 mois, après un délai de 6 mois. Mais donc la calprotectine, je peux même la faire avant, donc à 3 mois, et me conforter que, comme quoi, mon patient, il répond à ma stratégie thérapeutique. Voilà, donc ça également, donc ça montre que voilà, déjà la CRP, ça baisse donc sous traitement, donc vous voyez donc sous traitement par anti-TNF. Là également, c'est une autre étude qui montre qu'il y a une bonne corrélation. Hein, donc il y a des marqueurs, donc on voit les répondeurs et non répondeurs. Donc tout dépendra après la valeur seuil. C'est pas encore au cours de traitement, c'est pas encore validé, mais en général, on cherche toujours une valeur seuil inférieure à 250 microgrammes. Donc, et après, c'est le deadline. Ce qui est donc recommandé, c'est à S12, mais parfois, on peut même demander à S2 ou à S4. Je peux la demander d'une manière précoce pour évaluer ma réponse à mon traitement anti-TNF. Voilà, donc c'est une patiente, bon, elle a eu quand même sa biothérapie, mais malgré ça, donc, elle fait une occlusion.
Donc, ça a été confirmé par l'entéro-IRM et par la coloscopie. Donc, on fait les dosages, je vais en parler pour les dosages de médicaments. Non, elle a la valeur seuil, donc elle est bien optimisée sous ADA. Et pourtant, donc, on va décider d'intensifier. Donc, au lieu de tous les 15 jours, c'est chaque semaine. Donc, on va augmenter la dose. Et on va quand même la mettre sous régime restrictif, sans résidu. Donc, malgré tout ça, c'est une patiente quand même qui évolue pas très bien et fait l'occlusion. Donc, normalement, donc, une fois il y a une complication qui ne répond pas au traitement, donc en général, on passe à la chirurgie. Donc, c'est une patiente qui a été donc, opérée et elle a bénéficié d'une résection héliocolique droite. Et donc, en post-opératoire, normalement, ce qui est recommandé, c'est faire cette coloscopie à 6 mois, 1 an, pour évaluer donc, cette récidive endoscopie qui va nous prédire quel traitement d'entretien je vais mettre en place chez cette patiente. Donc, chez cette patiente, donc, normalement, elle refuse de faire cette coloscopie. Est-ce qu'à votre avis, la calprotectine peut remplacer dans cette situation la coloscopie? Ça a été dit, je pense. On va le répéter comme ça pour dire effectivement que oui. C'est uniquement cette situation, on peut se baser sur la calprotectine. Et donc, vous voyez, parce que ça a été démontré également qu'il y a une grande corrélation entre la valeur de la calprotectine et cette récidive post-opératoire, surtout donc la valeur prédictive négative, donc ça a été bien dit, donc je le répète. Donc normalement, s'il est basse, s'il est augmenté, ça ne veut rien dire. Il peut être augmenté, je peux faire une coloscopie post-opératoire, il n'y a rien. Mais normalement, c'est les négatifs, donc je peux ne pas faire cette coloscopie et respecter le choix de ma patiente et bien sûr retarder quand même cette coloscopie de contrôle post-opératoire. Voilà, donc là, je remets la même diapo. Donc, on a vu donc, devant ce cas clinique quand même que cette calprotectine va nous permettre de faire la différence chez cette patiente au début entre une poussée de colopathie fonctionnelle et de Mickey. Il faut savoir que nos patients Mickey, ils ont un profil psychologique particulier et effectivement, ils sont presque tous une colopathie fonctionnelle. D'accord? Donc, une fois, ils ont des douleurs et voilà, ils s'inquiètent. Et normalement, cette valeur inférieure à 50 microgrammes nous permet de ne pas faire une coloscopie et de rassurer les patients qui sont qu'effectivement, ils ne sont pas en poussée de Mickey et qu'on n'aura pas besoin ni d'intensifier ni d'optimiser le traitement et on reste sur la même stratégie thérapeutique. Ça permet également au cours du suivi de prédire les rechutes en respectant la valeur seuil de 250 microgrammes et il permet également de diagnostiquer la récidive post-opératoire et bien sûr même évaluer la cicatrisation muqueuse. Voilà, donc je pense, je ne sais pas, il me reste 7 minutes, mais je vais faire très rapidement. Hein, c'est bon. Voilà, donc je passe sur ce cas clinique. Voilà. Donc c'est un patient donc chez qui... Ah d'accord, ok, c'est bon. Donc voilà. Moi je vais conclure que passer directement sur la calprotectine, comme quoi... Pardon, je reviens. Voilà, donc on reste sur la calprotectine fécale. Il faut vraiment interpréter donc, les valeurs de la calprotectine et connaître bien les conditions optimales de dosage parce qu'il y a beaucoup de facteurs confondants. Il faut faire gaffe, il faut faire attention à vraiment faire le prélèvement dans des bonnes conditions et respecter les facteurs confondants. Ça permet d'éliminer une pathologie fonctionnelle, donc, dans le cadre du syndrome d'intestin irritable. Une valeur C de 250, c'est des Mickey en poussée. Et une surveillance régulière tous les 3-4 mois, elle est très importante parce que ça nous permet de prédire la réponse thérapeutique, la cicatrisation muqueuse et bien sûr la rechute clinique. Et même, ça peut nous aider à faire une désescalade thérapeutique. Je vous remercie.